Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Antoine. Antoine qui va faire partie maintenant du cercle très privé de ceux qui sont passés 2 fois sur le podcast. On avait déjà enregistré un épisode à l'époque où on faisait des lives. Donc c'est l'épisode 59. Le tout premier épisode, ça date quand même, ça commence à remonter. C'était en septembre 2021. Comment vas-tu depuis, Antoine? Eh bien, écoute, je vais très bien et je te remercie de me faire rentrer dans ce cercle très privé et très privilégié de ceux qui passent une deuxième fois. C'est une certaine forme d'engagement, en tout cas, je le reçois comme ça vis-à-vis de l'association, surtout Basket au pied. Et voilà, donc je suis très content d'être là et je suis très content de partager un nouvel épisode à la fois avec toi, mais aussi avec toute ta communauté. Trop bien. Eh ben écoute, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour tous ceux qui n'auraient pas écouté ce tout premier épisode qu'on a fait ensemble? Alors, je suis déjà très déçu s'il y a des gens qui n'ont pas écouté ce premier épisode. Non, non, je Ils doivent déconne pas être nombreux. Ils doivent pas évidemment. être nombreux. Je m'appelle Antoine Bonnefille-Roilet. Je suis le fondateur de l'association Basket au pied. Voilà, une association qui accompagne et soulage le quotidien des enfants hospitalisés dans les hôpitaux de France, en service d'hémato-oncologie pédiatrique plus précisément, donc service de cancérologie. Et en fait, comment on en arrivait à créer cette association il y a 5 ans? Eh bien, voilà, j'avais la chance de pouvoir pratiquer le sport et qui plus est le sport nature, la course à pied, le trail. Et j'ai eu l'idée un peu saugrenue sur le moment de me dire que tout ce qu'on avait la chance de voir et d'entendre et de partager sur les réseaux sociaux ou autres, ça pourrait être chouette de le faire partager à des enfants qui n'y ont pas accès, qui n'en ont pas la force ou la possibilité, des enfants qui sont en difficulté de santé et qui plus est des enfants atteints d'une maladie qui aujourd'hui malheureusement est encore bien trop présente et tue encore bon nombre d'enfants, c'est le cancer. Et voilà, donc on a eu l'idée de récupérer en parallèle de mon activité d'animateur sur la chaîne Trek, des images de la nature vue du ciel et de les retranscrire en réalité virtuelle pour faire découvrir via des masques la nature aux enfants, et puisque ce que nous on avait la chance de pouvoir voir et vivre le week-end ou parfois la semaine sur des courses ou sur des découvertes. Donc voilà un petit peu la présentation. Euh, Trop bien. on rajoute des choses, mais Mais j'adore cette question. Je le dis, je crois que je te le dis à chaque fois sur chaque podcast, mais j'adore cette question de la présentation parce que la façon dont les gens se présentent en dit beaucoup d'eux et de quels sont leurs principaux sujets du moment et qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Tu vois, dans l'ordre des choses que tu mets, ça a un sens. Enfin, ça vient pas dans n'importe comment. Enfin, tu vois. non, c'est sûr. Et puis, je pense que effectivement, à la fois, c'est ce que tu vis sur le moment, et encore que on a quand même réussi, enfin, à titre personnel, j'ai réussi à ralentir un petit peu la machine basket au pied pour pouvoir me concentrer à d'autres activités professionnelles que j'ai mis un petit peu en stand-by. Mais il me semble en tout cas être important de mettre ça en priorité parce que je le dis souvent, c'est assez marrant, mais en dehors du contexte personnel dans lequel j'ai la chance d'être papa, etc., et de vivre des super moments en famille avec mes enfants, je pense que la plus belle des choses qui me soit arrivée dans cette vie dans laquelle je me sens chanceux quand même, d'avoir une tête, deux jambes, deux bras, ça fonctionne à peu près bien, du moins je pense, et si quelqu'un pense le contraire, qu'il me l'écrive ou qu'il m'appelle pour me le dire, parce que ça me remettra en question encore une fois. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense que la plus belle des choses qui me soit arrivée, entre guillemets, professionnellement et humainement, c'est d'avoir créé Basket au pied. Pas pour la fierté de l'avoir créé, mais pour les claques que j'ai pu prendre par la suite dans la construction du projet, et de se dire que en 5 ans, voilà, on est parti d'un seul hôpital, d'un seul enfant, et qu'aujourd'hui, voilà, on est dans 16 centres hospitaliers en France, à La Réunion et en Suisse. Et je me dis, mais on a accompagné des milliers d'enfants et on a créé une aventure qui est à la fois sportive, mais aussi surtout solidaire, avec des gens qui sont là depuis le début. On a une équipe de 23 intervenants. Enfin, je regarde parfois les chiffres, je me dis tout ça c'est stratosphérique,
Et Dieu sait qu'on en a chié, parce que ça a été dur, mais qu'aujourd'hui, bah voilà, on est fiers, et indirectement, je me dis, ouais, c'est à la fois pour moi, même pour les autres, c'est une des plus belles choses qui nous soit arrivées, ouais. Malgré la difficulté du contexte dans lequel on évolue. Mais le fait d'aider des enfants, d'aider des parents, des familles, des soignants dans le parcours de soins, bah, je trouve que c'est, encore une fois, malgré la difficulté de la chose, c'est fantastique. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, il y avait 20% des enfants qui survivaient d'un cancer. Maintenant, il y en a 80%. Et j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, on arrivera. Je dis on parce que je m'intègre, j'intègre surtout l'association au bien-être des enfants à l'hôpital qui conditionne la guérison. Mais j'espère qu'en tout cas, on arrivera à avoir des réponses encore plus significatives, et que d'ici quelques années, on arrivera à soigner 100% des enfants, et que ces cancers pédiatriques ne seront plus que des mauvais souvenirs. Ouais, alors je sais pas si on en avait parlé pendant notre premier épisode, mais j'ai eu à fréquenter un petit peu ce milieu quand ma fille est née. Elle a eu des problèmes cardiaques, et on était à l'étage du coup en cardiopédiatrie à Nantes. Et il y a un truc qui m'a marqué, et pourtant j'ai une capacité assez forte à oublier les choses qui sont dures. Mais c'est de voir ce bouton d'ascenseur service oncologie pédiatrique. J'ai jamais, enfin, c'est un truc qui paraît tellement dur en fait de vivre dans ce milieu-là. Enfin, on sait quand même que les douleurs aux enfants, les problèmes des enfants, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement difficile à ingurgiter, hein. Comment tu fais, toi, pour te protéger et pas répercuter un petit peu parce que cette douleur que tu accueilles, eh bien, comment tu fais pour pas la répercuter sur ta vie et ton quotidien? Bah déjà, dire comment tu fais pour ne pas, je pense que, enfin, c'est indirectement, c'est compliqué de l'affirmer. Ça se répercute forcément à un endroit, à un moment dans ta vie, ça c'est sûr. Des claques on en a pris, elles sont toujours, en revanche, minimes par rapport aux souffrances que peuvent avoir les enfants, les familles. Et donc de là, en fait, on se replace toujours un petit peu dans la fresque, tu vois, de la maladie. Nous, notre mission, elle est de venir le matin avec un sac à dos plein de belles choses, plein de bonnes choses, de vider ce sac à dos, d'inonder un service, et de repartir avec un sac à dos vide. Et ça, c'est toujours ce que je dis aux intervenants, c'est ce ne sont pas nos enfants, ça n'est pas notre maladie, et le meilleur cadeau qu'on peut leur faire, bah, c'est d'être qui on est, et de rester surtout très loin de la maladie. Après, la maladie, effectivement, elle nous attaque un peu de partout. C'est un peu comme rentrer, je sais pas, dans un service de réanimation en période de Covid. Si tu ressors sans Covid, c'est vraiment que tu as été balèze, quoi. Là, bon, bah oui, typiquement le soir, effectivement, on rentre, et il y a des images, il y a des sons, il y a des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a vécues, qui sont parfois très chouettes, mais aussi parfois très dures. Je dis toujours, moi, il y a encore des cris d'enfants que j'ai peut-être vécu ou entendu dans des services, je sais pas, il y a 4-5 ans, que je pourrais te retranscrire, qui reviennent régulièrement. Je les oublie jamais, mais c'est ces cris-là aussi qui m'ont permis de m'accrocher, d'appuyer mon engagement, de me dire que, encore une fois, j'ai la chance d'avoir une tête, de jambes, de bras, et que ça fonctionne, et que je puisse être là sur ce moment-là parce qu'il y en a besoin. Et voilà, et après, ça revient parfois à la maison. On a plein de petits tips. Le soir, quand je rentre, j'ai toujours aux intervenants, c'est la douche, toutes les fringues à la machine à laver. Vous prenez votre douche de la tête aux pieds, et la bonde de la douche, c'est là que tout s'en va, en fait. Tout s'évacue. On oublie, on fait un reset total. Quand vous sortez d'une chambre, vous nettoyez le matériel, vous nettoyez les mains au gel hydroalcoolique, etc. Et encore une fois, c'est une manière de nettoyer aussi son esprit. Ce que j'ai vécu là, ça reste là, je l'ai figé. Puis en plus de ça, on est tenu au secret professionnel et médical. Donc il faut quand même qu'on revient pas avec ça à la maison. Et puis les moments plus difficiles, on fait appel au psychologue. Dans tous les services, il y a un psychologue, qui n'est pas que là pour les enfants et que les familles, qui est là aussi pour tout le personnel qui intervient.
Voilà, c'est pas des psychothérapies traditionnelles, c'est des moments où on a juste besoin de comprendre des choses, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, etc. Et voilà, et si tu veux, notre mission, elle est toujours de rester, d'être au top à l'hôpital. Et puis parfois, bah, on se fait rattraper, on prend une claque derrière les oreilles en dehors de l'hôpital. Et tout ça, il faut arriver à l'enrayer assez vite, à le traiter. Et puis j'ai envie de dire, on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt à ça parce que c'est pas dans l'ordre des choses, parce que la cancérologie pédiatrique, effectivement, de lire le mot déjà, ça nous donne froid dans le dos. Mais c'est de se dire, voilà, il faut qu'avec le temps, je puisse faire de mes petites faiblesses par moment, je puisse en faire des forces. Donc voilà, mais c'est exactement, je fais des parallèles dans d'autres mesures avec le sport. Quand un athlète échoue quelque part, il a l'impression, voilà, il se pose des questions, et où est-ce qu'à un moment j'ai une faiblesse, et cette faiblesse-là, bah, je vais essayer d'en faire une force. Bah, nous, c'est un peu pareil. Et puis dans le milieu de l'entreprise, c'est pareil aussi. Voilà, c'est des mesures différentes, avec des choses différentes et des sujets très différents, mais c'est un peu ça, et voilà. Et puis après, ben écoute, tant que tu es content de le faire et que tu as envie d'y aller pour ces gamins-là, tant que tu as des sourires, tant que tu as des témoignages de parents qui t'écrivent sur les réseaux sociaux ou par mail, et ben voilà, et puis sur la partie la plus complexe qui est celle de ces 20% de gamins qui décèdent, qu'on accompagne parfois jusqu'au bout, parfois à quelques heures du décès. La réalité, c'est que effectivement, ça nous rend triste, ça nous démolit parfois. Mais c'est ces enfants-là aussi qui nous donnent de la force pour continuer à accompagner dans les meilleures conditions le reste des enfants qui possiblement vont s'en sortir. Et voilà, et c'est une force en fait de se dire, bah oui, il faut qu'on passe malheureusement encore par là pour que ça puisse être mieux demain, et qu'en plus de ça, bah, si cet engagement on ne va pas au bout, et qu'on le fragilise sans prendre conscience de pourquoi il est fragilisé, bon, bah, c'est un combat qui est perdu d'avance, et c'est dommage. Et aujourd'hui, le tissu associatif de l'hôpital, il est très important pour la simple et bonne raison, c'est que les médecins le disent beaucoup, et certaines études le prouvent. La dynamique de bien-être, elle est importante, elle conditionne énormément la guérison des enfants. Et plus un enfant est dans une dynamique de bien-être, bah, plus il va recevoir ses traitements dans les meilleures conditions, et plus bah, il a de chances de s'en sortir. Donc voilà, donc nous, si tu veux, c'est notre mission, et voilà, et puis bah, les coups durs, les petits coups d'hypoglycémie au milieu de la bosse, bah voilà, on essaie de les gérer, on apprend à les gérer, et puis une fois on en a compris un peu le pourquoi du comment, bah, on continue d'avancer, quoi. Ouais, en tout cas, il faut avoir une certaine détermination, une certaine force, et une capacité à rebondir et à justement faire parfois un peu reset de ce qu'on a vécu, mais en même temps de le garder en tête pour soi-même avoir une vie qui soit d'autant plus rayonnante, parce que quand tu le vis pas au quotidien, c'est quand même compliqué de se dire qu'il y a des situations qui sont très dures pour d'autres. Bien sûr, on n'imagine pas. Ouais. Comment est-ce que, tu vois, tu pourrais, enfin, est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, à des gens qui seraient pas du tout en mesure d'aller, je vais pas dire s'infliger parce que c'est un peu négatif, mais Ouais. Non, mais ça pourrait être ça aussi. Ça bah pourrait ouais, être ça oui. aussi. Hein. Donc, t'es pas dans le... Tu vois, vivre ça ou avoir ce type d'action, mais qui quand même ont envie d'avoir les bénéfices de se dire bon bah finalement ma vie elle est quand même pas si mal que ça. Bah, je vais faire encore une fois un parallèle avec la course à pied. Toutes les personnes qui nous écoutent, possiblement en tout cas, sont des trailers, des runners avertis ou pas, ou en devenir, et c'est super, et c'est trop bien. Vous avez su trouver la course à pied à un moment où vous en aviez envie, peut-être besoin. C'est super. À un moment, bah, vous allez faire comme tout le monde, vous allez peut-être alors pas forcément tourner en rond, mais vous dire que vous avez voilà, fait le tour un peu de tout ce que vous aviez envie de voir dans ce milieu-là, ou peut-être qu'à des moments, vous allez aussi vouloir avoir besoin de redynamiser un petit peu votre engagement sportif au quotidien.
Et je trouve que la solidarité et le fait de rendre son sport solidaire, c'est la plus belle des choses. Et rendre son sport solidaire, ça ne veut pas forcément dire sortir de l'argent, ça ne veut pas forcément dire faire une cagnotte, ça ne veut pas forcément dire prendre un dossard solidaire ou autre. C'est peut-être parfois porter juste un logo sur un t-shirt. Voilà, on n'a encore pas annoncé les choses, ça va être un petit peu l'exclu de ce podcast, mais on a une coureuse que vous connaissez sûrement tous qui s'appelle Blandine Lirondelle, et Blandine nous a contacté il y a quelques temps et elle a dit voilà, moi ça fait longtemps que je cherche à donner du sens aussi à ce que je fais et à qui je suis et ce que je suis dans ce milieu-là. Et voilà, et elle me dit, moi là, si je peux, une des plus belles choses que je pourrais faire, c'est de porter un engagement. J'ai envie que ce soit un engagement basket au pied, donc trop bien pour nous. Et en soi, je suis persuadé que demain, en fait, Blandine doit venir bientôt à l'hôpital d'ailleurs pour rencontrer les enfants. Et je pense qu'en fait, ça va, j'espère en tout cas que ça lui amènera des choses. Faut pas le voir, c'est pas quelque chose d'égoïste, hein, mais c'est important aussi de se dire si je m'engage, qu'est-ce que moi je vais en récupérer. Et en fait, toutes les personnes qui courent aujourd'hui avec une motivation solidaire le disent en fait. À des moments, tu as des petites souffrances à droite à gauche, voilà, tu les mets de côté, tu t'oublies un peu. Et puis le matin, mine de rien, tu te réveilles et tu es content juste d'être engagé. Et engagé, encore une fois, ça peut être porter un simple logo, ça peut être suivre l'association sur les réseaux sociaux, mettre des likes, repartager des choses, partager à ses amis. Voilà, c'est pas forcément aller à l'hôpital. Et puis après, pour les personnes qui vont à l'hôpital, nous déjà, il y a des process de recrutement qui sont très longs et des formations qui sont quand même très chargées à l'hôpital. Donc déjà, ça en calme pas mal, mais pour ceux qui passent le cap d'aller là-bas, il y a déjà de l'immersion et on essaie voilà, nous on est très attentifs à ce qu'ils sont en dehors, à ce qu'ils sont dans l'hôpital, comment ils réagissent, comment ils regardent les enfants, comment les enfants les regardent, etc. Est-ce que tout le monde est en confiance? Est-ce que tout le monde est capable de se dire ok, chouette, là ça fonctionne, on y va? Et ces personnes-là, voilà, pour la plupart, elles se sont posées beaucoup de questions. Pour certaines, elles ont eu très peur. Tout comme moi, quand j'ai créé Basket au pied, j'ai eu très peur. La première fois que j'ai posé la main sur une poignée de chambre d'enfants à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris en 2018, j'avais les mains moites comme jamais, et j'avais peur, et j'avais surtout peur de moi. J'avais pas peur des enfants, en fait. J'avais pas peur de ce que j'allais trouver derrière la porte, même s'ils sont géniaux et que parfois ils te mettent des scuds, hein, ils sont hyper forts pour ça. Hein. Le gamin, il reste qui il est, hein, il triche pas, il est pas dans le mensonge. Hein, donc, si tu veux, quand tu rentres, voilà, si t'es à côté de la flaque ou si tu viens pas dans la bonne, dans le bon mood, tu te fais replier direct en 4 et c'est réglé, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la peur qu'on a, c'est la peur de soi-même. Quand vous êtes au départ d'une course, d'un ultra, vous n'avez pas peur de la course qui vous attend, vous avez peur de vous dans cette course. C'est ça qui est important. Et quand tu l'as bien compris, tu sais que le travail, il passe d'abord par toi. Et que là, en plus de ça, dans le milieu associatif, il y a des gens qui sont là pour t'aider. Tout comme décider de faire appel à Christophe Mallardet ou Eric Lacroix ou je ne sais qui pour préparer sa course. Tu as besoin d'être aidé, accompagné. Nous, on est là pour aider, accompagner ces gens-là. Et toutes ces peurs de soi, on essaie déjà de les mettre de côté. Et aujourd'hui, on a des intervenants qui ne se seraient jamais vus intervenir ou rentrer dans un service de cancéropédiatrique. On a des gens qui interviennent dans nos services, qui ont été atteints de la maladie. On a des gens qui interviennent dans nos services qui ont perdu un proche de cette maladie. Et en fait, on a réussi à redéconstruire des choses pour reconstruire encore des choses. Et au final, se dire, de cette difficulté-là, de cette peur-là, j'en ai fait une force. Et voilà, et je pense que, encore une fois, je fais toujours le lien avec le trail, parce que je pense que le trail m'a énormément inspiré à l'époque. Et encore, dans certaines mesures, évidemment, mais je pense que les valeurs du sport sont très proches des valeurs de la solidarité, et que dans tous les sportifs, que ce soit François Daen, Kylian Jornet et autres, j'en appelle à ce qu'ils puissent tous prendre des engagements, quels qu'ils soient. Parce que au-delà de ce qu'ils vont pouvoir faire rayonner intérieurement, ça ne pourra que les aider. Et puis de toute façon, je pense aussi, et j'espère en tout cas, que le sport et la solidarité à terme ne feront qu'un, et que chaque athlète
pourra, à sa mesure, à son image, porter la cause qu'il a envie de porter. Et voilà, et aux yeux de tout le monde, encore une fois, je vois des mecs comme François, comme Kylian et autres. C'est des mecs qui ont une aura de dingue. Et ces sportifs-là, ils peuvent vraiment changer les choses. Ils peuvent faire avancer des choses, ils peuvent changer des choses. Et voilà. Et donc, je pense que, en attendant qu'ils soient encore plus inspirants pour vous, on va essayer de l'être et d'accompagner les gens dans les meilleurs dispos, quoi. C'est lourd comme poids à porter ça pour un athlète parce qu'il court vite, tu vois, de devoir, enfin de devoir ou de, tu vois, t'as pas signé pour ça à l'origine, tu vois, et d'un athlète pro ou d'un athlète qui a une aura, on attend de lui qu'il soutienne comme ça une cause. Y a pas cette attente comme ça. T'as pu échanger avec des athlètes comme ça qui le vivaient un petit peu difficilement ce sujet? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui aimeraient, mais qui ne savent pas trop comment faire. Je pense qu'il y a des athlètes qui auront voulu le faire et qui n'ont pas eu suffisamment peut-être le temps ou la place dans leur carrière pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres athlètes qui arrivent très bien à le faire, comme Kylian, comme Xavier Thévenard et compagnie. Ils portent leur cause, en tout cas la cause qu'ils ont envie de porter, et je pense qu'ils le font plutôt assez bien. On voit beaucoup de footballeurs de plus en plus qui commencent à s'engager, et je pense que ça n'amène que du positif. Ça n'amène que du positif. Nous, on leur demande pas grand-chose. Et si eux veulent et souhaitent parler de nous, c'est canon. Moi, je me souviendrai toujours d'un mec qui courait pour nous, qui est d'ailleurs très engagé chez nous maintenant, Christophe Parot. Et quand il a passé la ligne d'arrivée de l'UTMB, il m'a dit, tu sais, je suis arrivé avec mon t-shirt basket au pied, et il y avait Ludo Collet en face de moi, et il la connaît, l'assaut, et il a rebondi direct. Et il a dit, voilà, toi tu viens de faire un UTMB contre le cancer, je la connais ton assaut, parle-nous de cet assaut. Et en fait, il m'a dit, je venais d'arriver de 40 heures de course, là, j'étais déglingué, et en fait, je sais pas d'où est sortie la force de parler de l'assaut, etc. Et il était hyper fier de ça, et j'espère, dans une autre mesure, qu'une Blandine, tu vois, va faire sa saison, entre guillemets, effectivement, sportivement, mais aussi avec nous, et voilà, je suis persuadé que dans le fond, elle est suffisamment intelligente et pertinente pour en tirer les meilleures choses et pour en apporter aussi de très très bonnes choses. Donc voilà, après on leur demande pas forcément, pas nous qui leur demandons d'être engagés, mais en tout cas moi à titre perso, ouais, avec le recul, je me dis que ça serait bien, ouais, qu'il y en ait de plus en plus, et ça leur donnerait peut-être encore plus ça les rendrait encore plus inspirants, et possiblement ça les ferait même aussi, à titre plus perso et sportivement, aller plus loin. Voilà. Mais après, effectivement, il y a des personnes pour qui ça résonne pas, et je peux l'entendre. Ouais. Je pense que ça résonne pas parce qu'ils ont pas trouvé une cause qui leur est suffisamment forte et qui justifie en fait un engagement. Parce Ouais, ça se que peut bien, ouais. quand tu as cette motivation, alors tu sais, on parle souvent de la motivation intrinsèque, extrinsèque. Là, pour le coup, on est sur une motivation qui vient de l'extérieur, mais qui te dépasse complètement. Et voilà, récemment, j'ai soutenu une association qui fait de la prévention, notamment chez les jeunes, pour lutter contre le tabac. Et en fait, quand tu cours pour une association comme ça, derrière, en fait, tu penses en fait à tous ces gens qui se battent au quotidien, qui militent, et puis en fait, tu te dis bon bah mon petit mal de jambe là momentané, dans une heure c'est fini, bouge-toi quoi. Et en fait, ça fait du bien. Donc ouais, j'invite tous les coureurs à essayer d'aller s'engager pour une cause qui leur est chère. Bah ouais, carrément, c'est important. Bah après, voilà, je te dis, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de ça. Il y a des gens pour qui c'est douloureux, difficile, etc. Il faut respecter, voilà, chaque personne. Mais on le voit aussi, ça évolue. Du côté des organisations de course, on n'a jamais été autant sollicité pour être association partenaire d'un événement. D'ailleurs, j'en appelle à ceux qui vivent sur l'Île-de-France. Le 12 mars prochain, il y a
le 10 km et le semi-marathon de Rueil-Malmaison, et c'est au profit de basket au pied. Et je trouve ça chouette, en fait. Je trouve ça chouette aussi que des marathons de Paris et autres s'engagent maintenant à reverser des fonds. Je me dis, c'est génial. L'UTMB le faisait, le fait encore avec plusieurs assos. Et voilà, c'est précieux. Hein. On prend une asso comme le Rire Médecin sur un UTMB qui récolte peut-être possiblement 20, 30, 40 000 euros. C'est énorme. Et c'est important. Et en fait, on n'a pas demandé grand-chose aux coureurs, en fait, si ce n'est effectivement de cagnotter 2000 euros sur Internet. Mais voilà, c'est aussi, ça fait partie de leur préparation, ça fait partie de leur histoire sur cette course. Et je suis persuadé qu'il y a un petit supplément d'âme dans ce qu'ils ont vécu. Et donc ça, c'est canon. Et il faudrait que ça se développe encore plus. Surtout que des causes, il y en a, et que maintenant, avec les réseaux sociaux, on fait émerger beaucoup de choses, et du coup chacun peut y trouver son compte. Il suffit juste de prendre le temps, et puis l'engagement, c'est aussi des rencontres, hein, beaucoup, hein, et on le voit, nous, basket au pied, de plus en plus de gens qui courent pour nos actions, et il y a plein de gens qui se croisent sur les courses et autres, ça discute, et il y a une vraie petite communauté, c'est sympa. Petit exemple, il y a 2 ans, il y a 2 coureurs de basket au pied qui se sont retrouvés en haut d'un sommet au Grand Bornand en plein été à vouloir faire la même photo avec leur t-shirt et leur dossard solidaire. Et ils se sont tournés, ils me disent, mais toi aussi t'es basket au pied? Mais ouais. Et en fait, c'était incongru comme situation. Ils venaient de chacun l'autre bout de la France, ils vivaient à l'opposé, ils se sont retrouvés au même moment, au même endroit, sur ce sommet, à vouloir faire la même photo pour leur engagement solidaire, et ils se rendent compte qu'ils soutiennent la même asso. Et je me dis, mais c'est génial. C'est énorme. Ça peut continuer comme ça, et ça sera super. Ça veut dire que de plus en plus, on arrive à convaincre d'avancer, d'aider. Et puis les gens ont aussi besoin d'être rassurés sur l'associatif, sur voilà, si j'ai d'une asso, qu'est-ce qu'ils font de mon argent, qu'est-ce qu'ils font de ci, qu'est-ce qu'ils font de ça, et voilà. Et ça, c'est important aussi. Et nous, chez Basket au Pied, on fait partie des toutes petites associations qui aujourd'hui gèrent 15 ou 16 centres hospitaliers avec un budget de 100 000 euros. Voilà, c'est un système D, mais c'est aussi parce qu'on vient du milieu sportif, qu'on vient d'un milieu sans prétention, et qu'on a toujours réussi avec des bouts de ficelle à faire des choses, et voilà. Et aujourd'hui, on en est fiers. Si demain on a plus de budget, évidemment, ça va surtout nous aider à embaucher des gens. Mais tout ça pour dire que c'est important aussi d'avoir confiance dans les interlocuteurs, dans les personnes avec qui tu échanges, tu t'engages, tu décides de faire quelque chose. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer en contact. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour nous parce qu'on a une mission, une seule mission, c'est celle d'accompagner des enfants à l'hôpital. Et que toute la partie communication, réseaux sociaux, etc., on est vraiment lourdé là-dessus. On a du mal à répondre à tout le monde, on a du mal à trouver un sens pour tout le monde, ou en tout cas on a du mal à aider les gens à trouver un sens. Donc voilà, donc c'est pas simple, mais on y trouve des très belles choses. Il suffit juste de se poser un petit peu, voilà. Et qu'est-ce qui a changé depuis 1 an et demi, depuis notre dernier échange, et comment est-ce que tu vois l'association évoluer dans les mois, années à venir? On y pense de plus en plus. Moi, j'avais vraiment, quand on a lancé Basket au Pied, à l'époque, je bossais chez Trek, et j'avais une espèce de mini, comment dire, c'est pas notoriété parce que j'aime pas ce mot-là, mais voilà, je faisais des vidéos sur Trek, il y a des gens à qui ça plaisait, il y a des gens qui se sont retrouvés là-dedans parce que j'incarnais l'amateur lambda, entre guillemets, c'est pas péjoratif, 90% des gens du peloton. Donc, et en fait, j'ai profité non pas de ce statut, mais de ce que ce statut pouvait m'apporter pour créer Basket au Pied. Seulement, j'avais une visibilité sur les réseaux sociaux, et dans ce sens-là, pour moi, créer quelque chose, il fallait que j'aille au bout. C'est pour ça que depuis 5 ans, j'ai pas lâché Basket au Pied, j'ai pas fait de nouvelles émissions sur Trek, j'ai pas fait de nouveaux projets, quoique il y a des choses qui sont, je suis en train d'y revenir, mais à l'origine je suis comédien, et donc
j'ai continué à faire des petites pubs, des choses comme ça. Là, je viens de repasser des essais dernièrement pour une série et je retourne un peu vers mon métier parce que j'en ai aussi besoin, à la fois financièrement, puis aussi, voilà, j'ai besoin de me reposer un petit peu parce que ça, c'est basket au pied, plus ma vie de famille, bah voilà, au bout d'un moment, on est un petit peu fatigué. Et donc, on y pense forcément, on pense à ce qui va se passer devant, comment on va pouvoir le mettre en place, etc. Et ce qui a changé depuis 1 an et demi, c'est un moment où moi, l'année dernière, j'ai posé un peu un genou à terre. Voilà. J'ai posé un genou à terre, j'étais fatigué, j'étais écorché, voilà. J'étais un peu en souffrance, ça se ressentait pas. Ouais, j'ai ressenti effectivement un peu à la maison et autres. J'étais très fatigué, j'étais jamais chez moi. Je voyais grandir mes enfants sur FaceTime. Voilà, j'ai essoré tous les hôtels de France et ça devenait compliqué à gérer. Et, euh, et les décisions qu'on a prises depuis 1 an et demi, c'est peut-être de ralentir les choses, de vouloir être pas forcément présent partout tout de suite, mais en tout cas d'avoir des fondations suffisamment solides pour pouvoir y arriver dans le temps. Parce que finalement, à vouloir aller très très vite, bah, c'est bien, mais en fait, comme disait mon grand-père, ça peut être ni fait ni à faire. Et on voulait pas que ce soit ni fait ni à faire, on voulait que chaque hôpital y trouve son compte, que chaque enfant y trouve son compte, que chaque famille y trouve son compte. Donc voilà. Donc plutôt que d'ouvrir, je sais pas, peut-être 5 ou 6 hôpitaux, ou en tout cas de continuer sur la lancée dans laquelle on était, bah voilà, c'était plutôt se mettre en risque l'association. Et moi, j'avais pas envie de ça parce qu'encore une fois, ma motivation première, c'était de dire à l'époque, on crée un truc et on va aller au bout. Et coûte que coûte, aujourd'hui, on le sait, on va pouvoir aller au bout. J'en suis persuadé. Maintenant, avec le recul, en tout cas. Donc, il y a 1 an et demi, on a décidé de ralentir un petit peu. On a quand même ouvert 5 ou 6 antennes hospitalières de plus. Mais on a décidé de faire rentrer de l'humain. Voilà, et de ramener les humains. Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde nous connotait vachement technologie, innovation. En revanche, la technologie, l'innovation, oui, peut-être qu'il y a 10 ans en arrière, les mecs qui ont créé la réalité virtuelle, on peut on peut mettre ces mots-là sur leur travail, évidemment. Nous, pas du tout. Nous, on est les opportunistes de l'histoire. On a récupéré une technologie qui s'apparentait à une petite Ferrari de technologie qu'on a complètement démontée pour en faire une 4L parce que le parcours de soins s'apparente plus à un tour du monde qu'à une piste de F1 ou de voilà ou de Ferrari. Et on a démonté cette Ferrari pour en faire une 4L et se dire, nous, on veut une réalité virtuelle simplifiée qui va pouvoir permettre aux enfants, dans tout leur parcours de soins, de diagnostic jusqu'à la rémission et possiblement et malheureusement dans 20% des cas jusqu'à la fin de vie, être un outil de bien-être, d'accompagnement, de réduction de la douleur, de réduction des médications, etc. Et voilà, donc on s'est dit, mais ça, c'est mignon, c'est super. Les masques de VR, je dis toujours à l'hôpital, en dehors de ce qu'on met dedans, ça reste une coque en plastique avec un écran, de lentilles, ça coûte 30 balles à la sortie de l'usine chez les Chinois et nous on est assez cons pour les payer 500 ou plus. Donc voilà, par contre, ces masques-là, derrière il faut qu'on ait des hommes et des femmes pour les faire fonctionner. Et ces hommes et ces femmes-là, voilà, on en avait besoin de plus en plus, des personnes aussi permanentes, intégrées à notre équipe au quotidien, qui bossent 5 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, beaucoup, malheureusement encore. Et voilà, et ces hommes et ces femmes-là, c'est eux aussi, avec notre communauté, avec tout ça, c'est ces gens-là qui font basket au pied, qui font que basket au pied pourra prétendre dans quelques années encore être là. Et voilà, basket au pied, c'est pas que Antoine, c'est pas voilà, c'est aussi d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres qualités, voilà, d'autres professionnalismes en tout cas qui se retrouvent et qui font que il y a 5 ans en arrière il y avait un guignol avec un masque pour aller voir des images à des gamins et possiblement tenter de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau pour ses enfants. Et puis maintenant on est voilà, il y a 23 intervenants, on est 4 permanents dans l'équipe, donc en partie rémunérés ou défrayés, et puis derrière on a 12 membres du conseil d'administration, dont des médecins, des psychologues, des infirmiers et autres, et on a réussi à renforcer et à consolider
depuis 1 an et demi, en fait, notre structure et de faire des fondations suffisamment solides pour pouvoir commencer à monter encore d'autres étages. Puis d'ici 2025, notre volonté, elle est de pérenniser effectivement toutes nos conventions et nos engagements dans les hôpitaux dans lesquels on est déjà. Et puis surtout, essayer d'être présent dans tous les services de cancérologie pédiatrique de France. Et à ce jour, il n'y en a pas dans toutes les villes, hein, mais il y en a à peu près 25, entre 25 et 30. Et voilà, il nous reste, on a entamé une bonne moitié et on espère pouvoir finir cette bonne moitié d'ici 2025. Et puis après, se reposer un petit peu, continuer à intervenir comme on le fait, et puis surtout, voilà, équiper de plus en plus les hôpitaux en matériel permanent, former les soignants pour l'accompagnement des soins, et puis leur apporter en fait cet outil qui va pouvoir permettre de soigner autrement que par la médication, que soigner autrement que dans la douleur, que dans l'anxiété, que dans la peur. Et voilà, donc c'est aussi une des choses qui a beaucoup évolué depuis 1 an et demi. Et d'ailleurs, il y a des équipes médicales qui travaillent avec nous depuis 1 an et demi, dont le docteur Yves Reguer, qui est le chef de service de Saint-Denis à La Réunion, qui a lancé un projet de recherche sur l'évaluation de basket au pied dans les soins et de la technologie qu'on amène pour prouver demain au monde médical et scientifique que ce qu'on a créé il y a 5 ans, ça fonctionne et qu'il faut nous faire confiance. Et voilà, donc il y a une certaine forme de professionnalisation si on doit mettre un adjectif sur ces 1 an et demi passés depuis notre dernier entretien. Alors, deux choses. Tu as mentionné on ira au bout. Est-ce que le bout, c'est d'être présent dans tous les hôpitaux ? J'espère que le bout, c'est le jour où, pour l'ensemble des pathologies nichées sous le mot cancer, il y aura une réponse. Voilà, ça c'est le bout. C'est-à-dire que de mon vivant à moi, effectivement, je voudrais qu'on soit dans tous les hôpitaux de France. De l'existence de basket au pied, j'espère que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sera encore là, et j'espère qu'on aura évolué avec la médecine, aux côtés de la médecine, et pour que les enfants soient aujourd'hui certains de pouvoir être guéris de la pathologie qui s'est emparée d'eux. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Et est-ce que l'utilisation d'un masque à réalité virtuelle, ça peut s'apparenter à l'utilisation de l'hypnose dans un traitement médical ? Complètement. Ça s'apparente. Alors, les pro-hypnose, parfois, en tout cas au début, nous ont un peu détesté, regardé avec les yeux hyper noirs, en disant « Oula, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là avec leur masque voilà, les écrans, la technologie, nanana. » Et au final, en fait, on travaille de plus en plus avec les équipes soignantes qui sont formées à l'hypnose. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'hypnose pouvait avoir ses limites dans certains cas, la réalité virtuelle pouvait aussi avoir ses limites, mais qu'elles n'étaient pas forcément placées aux mêmes endroits, et que du coup, plutôt que d'avoir deux choses, deux Legos qui ne peuvent pas s'assembler, on se retrouvait avec deux Legos qui s'assemblaient parfaitement et qui, d'un sens comme dans l'autre, peuvent être hyper complémentaires. Et aujourd'hui, on a des enfants en fait qui deviennent complètement acteurs de leurs soins, plutôt que d'être dans la découverte et dans le côté un peu passif de je suis happé par les images, je ne bouge plus et les médecins vont pouvoir me piquer ou ci ou ça. On a des gamins qui deviennent acteurs du moment par l'hypnose, et simplement il y a le côté hypnotique que peut amener effectivement les belles images avec la musique, et aussi une soignante qui va se connecter en hypnose avec l'enfant et lui dire voilà, raconte-moi tout ce que tu vois, raconte-moi ce que tu ressens, etc. Et elle passe aussi bien par le corps et par l'esprit. Et en fait, on a des gamins qui sont complètement, qui sont perchés en fait, et c'est génial. Enfin, nous, il y a des super réponses, et on est hyper content d'y assister, de le voir. C'est aussi une des chances qu'on a en tant qu'intervenant hospitalier, c'est de pouvoir assister à ces moments-là qui sont complètement suspendus. Quand je vois des enfants sur des ponctions lombaires, et Dieu sait qu'ici peu de gens peut-être comprennent ce qu'est une ponction lombaire, hormis les femmes qui ont
qui ont peut-être reçu une péridurale lors d'un accouchement, et encore, c'est hyper violent, ça fait très mal. Et on a des enfants qui, au moment d'être piqués par le médecin, ne sentent même pas l'aiguille rentrer. On parle d'une aiguille de 8-10 cm qui rentre entre deux vertèbres. Et voilà, encore une fois, c'est très violent, c'est très douloureux. Et on a des enfants qui sentent rien, parce qu'ils sont complètement happés par le moment qu'ils sont en train de vivre, à la fois dans le masque et dans la volonté de retranscrire à cette soignante ce qu'ils voient. Et non, c'est une manière, c'est une hypnoanalgésie qui est puissante et qui permet la réduction de bon nombre de médications, de surmédications. Et encore une fois, plus on affaiblit les enfants, et plus ça devient compliqué pour les soigner. Demain, un enfant qui reçoit une ponction lombaire, un soin qui a besoin d'une ponction lombaire, si, comme ça arrive encore souvent et trop souvent malheureusement, on est obligé d'envoyer ces enfants-là au bloc opératoire pour cette ponction lombaire, alors que possiblement, si on essaie de vouloir soigner autrement et qu'on y arrive, et que cet enfant ne reçoit pas de médication, de prémédication, et qu'on arrive à lui faire cette ponction lombaire par la simple intervention de la réalité virtuelle, couplée à l'hypnose ou pas, tu te dis mais c'est génial, parce que quand tu sais qu'une anesthésie générale, c'est plus d'un an d'élimination par le corps, c'est énorme, tu vois. Et donc si on arrive à leur enlever tout ça, c'est déjà un gros gain. C'est génial. Et puis on leur enlève tout le côté anxiogène de la chose, toutes les peurs qui sont inutiles et contre-productives, à la fois pour les médecins, pour les enfants, pour les parents. C'est jamais chouette d'entendre un enfant crier parce qu'il a mal. Donc quand ces enfants-là, ils sont en voyage virtuel avec basket au pied, et que les parents voient plutôt un sourire ou une interaction ou un corps qui se relâche plutôt que des hurlements, etc., on préserve aussi les parents. Et je dis toujours que les parents sont le phare des enfants. Et si le phare commence un peu à clignoter ou à plus trop bien éclairer, c'est quand même presque le naufrage assuré, quoi. Donc il y a une synergie, il y a une alchimie là-dedans qui est puissante et qui nous laisse penser qu'on n'est pas les seuls à avoir des réponses. Mais par contre, tous ceux qui ont des réponses aujourd'hui comme ça, doivent se rencontrer dans ce milieu hospitalier, et c'est ces énergies-là couplées qui feront que demain, possiblement, on sera des aides précieuses à la recherche, à la médecine et à la science. Quand tu as eu cette période où tu disais que tu avais mis un genou à terre, est-ce que j'ai écouté un podcast sur l'entrepreneuriat qui disait qu'un dirigeant un fondateur, un CEO d'une startup n'avait pas le droit de montrer ses émotions quand il était vraiment dans le mal, parce que sinon c'était toutes ses équipes qui sombraient avec lui. Est-ce que toi, au contraire, tu as trouvé un soutien auprès de tes équipes, parce que j'imagine que vous devez avoir quand même une sacrée solidarité entre vous? Complètement. En fait, je dis toujours, nos intervenants, et c'est chouette, au mois d'octobre, pour la première fois, on s'est offert le droit de tous se rencontrer pour de vrai. Moi, je les connais tous, les intervenants, c'est moi qui les ai recrutés, donc je les connais bien, je les adore. Je passe des super moments avec eux, mais de manière plus isolée, dans leur ville respective, dans leur CHU respectif, parfois dans leur maison respective quand je prends le temps et quand j'ai la chance d'être invité à leur table, et dans leur chambre d'amis, hein, bien sûr, évidemment. Mais voilà, et en octobre dernier, on s'est donné le choix et l'opportunité de se voir, et de se voir en montagne, dans un lieu assez incroyable, sur le plateau des Glières. On a passé 3 jours ensemble, entre randonnées, petites conférences, interventions de médecins, de psychologues et autres. On s'est tous retrouvés, en fait, et on a compris. Alors, les 3 quarts s'étaient jamais rencontrés en vrai, donc c'était génial, parce ça a fité tout de suite. Tout le monde s'est senti à l'aise, tout le monde s'est senti... on avait l'impression, en fait, qu'ils se connaissaient depuis 20 ans, et alors qu'ils s'étaient juste... voilà, ils font juste partie de la même team d'intervenants, ils partagent beaucoup de choses en commun, mais sans se voir, etc., sur les réseaux sociaux, même dans les hôpitaux et autres. Et du coup, on a réussi à les rassembler. Et voilà, et ouais, c'était une période assez compliquée pour moi, et je me souviens très bien que samedi matin, en salle de réunion, il y a ce grand mur sur lequel on projette des images, un récapitulatif de basket au pied depuis les débuts, etc. Donc je sens que voilà, intérieurement, ça se charge quand même vachement émotionnellement, et je suis quelqu'un qui a pas de, comment dire,
qui est pas mal à l'aise avec mes émotions, avec mes sentiments, avec tout ça. Je suis assez, voilà, j'ai pas, j'ai toujours fait une force, bah voilà, du pleur, de tout ça. Je me dis maintenant, si ça doit sortir, c'est que voilà, c'est que ça méritait de sortir, c'est qu'il fallait, etc. Et on arrive sur cet écran-là, un moment où je fais le récap il y a leurs photos, c'est une espèce de trombinoscope. Et je décide d'avoir un mot pour chacun par rapport à ce qu'on a vécu, comment on s'est rencontrés, depuis combien de temps, etc. Machin. Donc je fais le tour du truc et puis j'explose assez vite en fait. Et je pense que là ils ont compris beaucoup de choses. Ils se sont dit voilà, il est au bout, il est fatigué, certes, mais il nous aime et nous aussi on l'aime et voilà. Et ils ont beaucoup de bienveillance. Ils en avaient déjà beaucoup, mais ils ont encore plus de bienveillance envers moi. Et en fait, je pense que ça les a confortés, ça les a resserrés, ça leur a donné envie d'y retourner encore plus, encore mieux. Et au final, on est tous repartis à bloc de ce séminaire-là. On a fini, moi j'ai fini l'année coûte que coûte, un peu sur les rotules, mais ça a été. Et en fait, voilà, on a fêté ça en janvier avec l'arrivée d'un de nos intervenants qui avait stipulé un jour qui m'avait dit un jour, écoute, si j'ai la chance de pouvoir en faire mon métier, ça serait génial. Et je l'ai pris au mot. Et je lui ai dit, bah ok, bah en fait, tu vas en faire ton métier. On va t'embaucher. Tu vas rentrer chez nous. Il s'appelle Greg. Il est coureur. Il est cycliste. Il a commencé il y a 3 ans à Saint-Denis-de-la-Réunion. Il a repris le CHU de Clermont quand il est rentré. Et aujourd'hui, il bosse avec moi à mes côtés. Il parcourt la France et c'est rigolo parce qu'il y a 2 semaines au téléphone, il me dit je suis sur les rotules, j'ai passé 4 jours chez moi en 1 mois et demi. Comment t'as fait pour arriver jusque-là? En fait, je comprends pas. Il dit moi je suis rincé. Je lui dis ouais, moi je suis rincé aussi. Je lui dis je suis content que tu sois là. Et voilà, et j'espère qu'on arrivera encore à embaucher. Et en tout cas, voilà, c'est juste pour dire c'est pas une team qu'on a, c'est une famille en fait. Et cette famille-là, elle a bien compris le rôle de chacun et elle avance comme elle avance à l'hôpital, avec respect, avec bienveillance, avec écoute et ça c'est chouette. Et je me dis qu'on n'a pas tiré au sort nos profils, on les a sélectionnés. Et en fait, on a surtout laissé les valeurs humaines ressortir de leur profil et de se dire voilà, ok, on sait qu'avec cette personne-là ça matchera, on sait qu'avec cette personne ça matchera, alors qu'ils viennent de milieux sociaux très différents et que possiblement ces gens-là ne se seraient jamais rencontrés dans la vie. Moi, quand je suis face à un banquier qui intervient à côté d'un policier municipal ou d'un mec qui a fait l'armée en passant par l'Afghanistan, le Kosovo et compagnie, je te dis encore une fois, c'est incongru comme situation. Tu te dis comment ces personnes-là sont réunies là dans la même association, font le même travail d'intervenant et possiblement quand on va les réunir, ils vont s'entendre ou ils vont s'adorer et ne plus jamais se quitter ou vouloir se quitter. Et c'est ce qui se passe et je me dis que c'est super chouette. Donc j'ai l'impression quand même que dans ma descente un peu folle de piste de ski avec des poteaux et des pylônes de remontée mécanique, il y a des énormes coussins comme ça et ces coussins-là, c'est eux. Et même si je perds un peu les pédales, je peux m'exploser dans les coussins, ça sera que du bonheur, quoi. Voilà. C'est une belle image. Ouais. tu l'avais préparée celle-là ou Pas du tout. Parce qu'à ce moment, je me dis c'est parfait. Là, la puissance du flow. Ok, super. Bah écoute, je souhaite vraiment, encore une fois, hein, je t'avais déjà dit la dernière fois, mais je trouve que vraiment basket au pied, c'est une tellement belle cause avec une belle solution quand la technologie peut arriver comme ça au service du bien-être des enfants malades en plus, qui est une cause tellement, tellement touchante. Je souhaite vraiment que ça ait le développement que tu souhaites et que cette cause mérite. Qu'est-ce que devient le Antoine sportif? Oula, sujet plus que glissant. Et écoute, encore une fois, c'est assez rigolo, mais ça fait 4 ans, 5 ans que je fais plus rien, plus grand chose. J'ai repris un dossard sur l'Event Trail de Roya, qui est une course partenaire
à côté de Clermont, là. Voilà, c'est des potes qui organisent ça depuis 7-8 ans maintenant. Ils sont hyper engagés chez nous et on les remercie. Et pour la première fois, j'ai dit, tiens, je vais prendre un dossard. Et je suis parti sur un 9 km nocturne où j'en ai chié comme jamais et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait 5 ans d'arriéré professionnel un peu énervé et j'étais plus capable même de courir 9 bornes. Enfin, c'était, voilà. Bon, 9 km, attention, à Clermont, il court vite. Hein. C'était intensité maximum. Qui plus est de nuit avec une frontale qu'on m'avait prêtée. C'est marrant d'ailleurs, tiens. Oui. C'est pas du tout, c'était pas une petzol et je pense que j'ai regretté. Non, tout ça pour dire que voilà, j'en ai vraiment chié. Après, je suis allé courir il y a pas très longtemps avec Julien Chaurier et Thibaut Garivier, pareil, qui se sont engagés pour l'assaut avec Val Thorens. On a fait un trail blanc à Valto au début janvier, là. Et alors là, véridique, j'ai fait un live, j'ai fait mon Instagrammeur pendant la course, j'ai fait un petit live pour les réseaux sociaux de basket au pied. Mais je suis arrivé, véridique, bon dernier de cette course, mais vraiment dernier, le dernier à avoir passé la ligne. Et voilà, on a vécu une super course parce qu'on a rencontré un mec un peu rugbyman qui était très costaud et costaud dans le bon sens du terme, hein, rugbyman, et qu'on a chié comme pas possible. Et on l'a beaucoup accompagné pendant la course. On a fait une rencontre incroyable avec ce mec, c'était génial. Et voilà, ça caillait, faisait moins 15. Mais encore une fois, je me suis dit, mais tiens, mais ça, en fait, si j'étais parti, si j'avais été hyper affûté, parti vite devant, peut-être que j'aurais pas vécu la même course. Et d'ailleurs, le soir, on a bouffé au resto avec Julien Chaurier et Thibaut Garivier, et on n'a pas du tout eu la même course, en fait. Ils ont gagné, les deux. Fini premier et deuxième, et moi, j'ai fini dernier. Moi, je suis revenu avec un nouveau pote, quoi. Et voilà, et possiblement, eux ont fragilisé leur amitié, forcément. Il y en a un qui a gagné, l'autre qui a fait deuxième. Non, mais voilà, et puis voilà, et puis je suis très content d'avoir vécu ce que j'ai vécu pendant plusieurs années dans le trail. Voilà, il y a des choses que j'ai vécues à titre professionnel qui m'ont enrichi, d'autres qui m'ont fait rire, d'autres que je regarde maintenant avec beaucoup de recul en me disant, oh, mais nom de Dieu, si j'avais su, on n'aurait jamais fait ça. On a fait des choses bien, des choses nulles, c'était top, mais en tout cas, j'ai toujours été content de vivre d'une passion qui était le trail. J'échange encore beaucoup avec Sylvain Bazin de chez Wider, etc., qui sont des potes. J'ai encore beaucoup de potes dans le monde du trail. J'étais il y a 2 jours au téléphone avec Stéphane Brognard. Il me fait toujours un peu cet état des lieux, de la discipline, etc. Et ça a duré combien de temps? Ouais, c'est dur, ouais. Ouais. Non, il faut pas trop, ouais. Alors, là, c'est quand on s'appelle, mais le pire, c'est quand on se voit, quand je monte dans les Vosges. Là, ça peut durer jusqu'à 5h du matin. La dernière fois, d'ailleurs, avec Stéphane Brognard et notre ami Benoît Gandolfi, qui prépare ses 24 heures de dénivelé, là, on a fini, ouais, je crois, à 6 ou 7 du mat, dans une boîte de nuit à Gérardmer. Enfin, bref, on a encore fait un beau passage. Et vraiment, c'est génial. Et en fait, oui, encore une fois, je fais toujours l'état des lieux du monde du trail, de son évolution, etc. Et je suis super content d'avoir connu le trail à l'époque à laquelle je l'ai connu. Et voilà, et je pense que ça évolue, ça change. Et je suis content d'être sur d'autres choses maintenant. Je suis tombé fou amoureux d'une discipline qui m'a longtemps laissé pester derrière mon volant. Parce que quand tu habites à la montagne comme moi, bah t'es pas en train toujours d'être dans la contemplation et des fois tu as besoin d'aller vite ailleurs, de passer d'une vallée à une autre par un col et en fait tu en viens à pester les cyclistes et à ne pas comprendre en fait quel est le projet de monter un col avec une vingtaine de bagnoles qui crachent leur pot d'échappement dans ton nez et voilà. Et la rencontre avec le cyclisme, elle s'est faite là il y a l'année dernière où j'ai pris une inscription avec un pote, 2 potes, dans une idée complètement débile sur une soirée, de s'inscrire à la Race Cross France, 500 km. Je ne me suis jamais entraîné. Une semaine avant la course, je suis allé m'acheter un vélo. Wow. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit pour la Race Cross France. Il m'a dit mais c'est dans une semaine ça. Je dis oui, c'est exactement ça. Et j'avais jamais parcouru plus de 200 km dans toute ma vie à vélo. Sauf quand j'habitais Paris, etc. C'était différent. Et le mec me dit, je crois que toi, t'es un grand malade. Et je dis, ouais, mais en plus, je pars avec des potes, il faut pas que je les déçoive, en fait, et tout. Bref. Et 24 heures avant, donc, je roule un petit peu la semaine. Je dois faire une centaine de kilomètres dans la semaine avant la course, très intelligent. Et 24 heures avant, j'ai un peu mal au dos et je me dis, en regardant sur Internet, je comprends qu'en fait, faire une étude posturale, c'est pas mal. J'appelle le magasin d'Annecy, je lui dis,
il y a moyen de faire une étude posturale. Le mec me dit, je confirme, t'es vraiment un grand malade. Donc je me retrouve à faire une étude posturale 24 heures avant la course et je pars avec mes potes sur la Race Cross France. Et voilà. Donc je ne connais rien au vélo. J'ai 2 bouts de sacoche, un GPS qu'on m'a prêté, une Petzl Nao ancienne génération tirée sur le casque. Voilà, je suis le seul d'ailleurs de tous les coureurs de cette Race Cross France à avoir ce système de frontal comme ça, mais j'ai quand même la 2e batterie dans le sac, enfin bref. Et au final, je me rends compte que il y a beaucoup de similitudes avec l'ultra que j'ai adoré, parce que ce que j'ai toujours aimé dans la course à pied, c'est surtout de ne pas aller vite, mais de courir longtemps. Et voilà, ma diagonale en 47 heures, les gens me disent ouais, 47 heures, mais c'est 47 heures de kiff, parce que c'est une alchimie tellement complexe entre la fatigue à gérer, la nourriture, l'hydratation, les petits bobos à droite à gauche, etc. C'est passionnant, et quand tu prends le temps de comprendre tout ça, c'est génial. Et tu te rends compte qu'en fait, quand tu arrives dans le vélo, c'est très similaire. Et sauf que tu n'as pas trop le côté traumatisant des chocs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis écoute, on est parti. Alors en vérité, on n'était pas parti pour terminer. Et donc, chose qui s'est passée, on a fait 350 bornes. Et puis autour de 350, franchement, on n'était pas si mal que ça. Mais on avait pris un peu trop de retard dans les boulangeries et autres restos. Donc du coup, on appelait la direction de course en disant voilà, on va rentrer dans les gorges du Verdon pour arriver avant 2 lieues demain. Et les mecs nous ont dit honnêtement, je vous le dis, vous êtes en retard sur les barrières, ça va être chaud, hein, les gars, vous n'allez pas y arriver. Et bon, au bout de 350 bornes s'endormir, on était quand même un peu entamé, donc on a dit ok, on s'arrête là et on reviendra. Et je lui dis on vaut mieux qu'on s'arrête là et qu'on revienne. Et il m'a dit de toute l'histoire de la Race Cross France, le seul mec qui m'appelle à 23h le soir en me disant écoute, on va s'arrêter là et on reviendra, mais quand même bien mieux préparé. Ce qu'on a vécu là, c'était génial jusqu'ici. On va rien toucher. On veut surtout pas que ça soit pire. Donc, on s'arrête là. Et le mec m'a dit, mais tellement fait rire, en fait. Et voilà. Et donc, je suis revenu avec mon vélo super tout neuf chez moi. Et bizarrement, je me suis retrouvé à aller rouler régulièrement, à vivre des choses super, à faire des petits bouts de colle, des trucs sympas, à partager ça entre potes. Je me suis rendu compte aussi que professionnellement, c'était un peu le nouveau golf. Voilà, avant, les gens allaient au golf. Non, maintenant les vrais professionnels vont faire du vélo. Et voilà, et j'ai rencontré des gens super, je partage des beaux moments. Et donc on a décidé cette année, vu qu'on n'a pas fini les 500, on a décidé de s'inscrire sur la pile. Voilà. Dans la Race Cross France 1000 km, 1100 km. Une belle idée. Le dernier qui, à mon avis, risque d'être les plus solides. Et donc on part sur la RAF 1000, 1100 au mois de juin, fin juin. Voilà. Donc cette année, bizarrement, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus tôt. Je pédale un petit peu dans ma maison et quand il fait pas trop froid, je pédale aussi un petit peu dehors. Voilà. Et je suis très content de revenir un petit peu aussi au sport parce que je retrouve aussi ce pourquoi j'y étais venu il y a quelques années, c'est-à-dire le bien-être, la découverte, voilà. Je suis un peu comme un gamin en fait avec mon vélo et je me retrouve un peu il y a quelques années en arrière, donc c'est génial. Et voilà, c'est surtout un voyage. Je trouve que à la différence du trail, on a peut-être plus de peut-être qu'on a plus l'opportunité de lever la tête et de regarder un peu ce qu'il y a autour de nous et de s'offrir un rythme qui est le nôtre. Et voilà, possiblement, je ne referai pas de course après ça, parce que je pense que la course n'est pas la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise. Cette idée de barrière horaire, de tout ça, ça me fait un peu chier, parce que je me dis, mince, on est en train de vivre un truc de fou, et on a quand même toujours cette montre qui nous rappelle que si on continue pas à pédaler un peu, on n'y arrivera pas. Donc voilà, et après, vivre des aventures en backpacking et tout, j'adore, j'espère que j'aurai l'occasion de vivre des belles aventures, parce que en tout cas le vélo prête vraiment à ça. Et puis à côté, de temps en temps, je vais quand même courir un petit peu avec des potes parce que j'aime quand même ça. Et puis voilà, ça a toujours des bons souvenirs et des belles rencontres aussi. Hein. C'est marrant, j'ai la même expérience avec le vélo, de ne pas comprendre quel est le kiff de se faire doubler par des voitures comme ça. Et puis c'est hyper dangereux en plus. Faut pas...
tous les cyclistes pros te le disent, ils se gaufrent au moins une fois par an et quand ils tombent, ça fait mal, quoi. Et très récemment, j'ai échangé avec Mathieu Lambert, qui est un coach de vélo sur le podcast, et on a échangé de ce sujet-là justement sur d'où vient cet amour du vélo. Donc il y a une vraie grosse communauté qui aime ce sport et qui adore, et c'est vrai que c'est plaisant en fait quand tu t'y mets. T'as parlé de la Petzl Nao, dans l'ancienne génération. T'as eu l'occasion de tester la nouvelle, et on remercie Petzl, c'est eux qui nous ont remis en relation pour enregistrer cet épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette nouvelle Petzl Nao RL? Bah écoute, déjà, faut replacer les choses. Déjà avec Petzl, il y a une histoire entre oui, bah, Antoine et Petzl peut-être, mais Antoine, Petzl et basket au pied, et surtout Petzl et basket au pied. Et, François, il y a quelques années, nous avait mis à dispo tout un parc test de frontal offert par Petzl, voilà, qu'on pouvait redistribuer aux gens qui s'engageaient un peu pour nous, etc. Et c'est marrant parce qu'on l'a toujours, on s'en est servi encore pendant notre séminaire, parce qu'on a été faire, c'était le Bram du Cerf en octobre, quand on a fait notre séminaire, et vu qu'on était pas très loin de chez moi, j'ai emmené voilà, quelques vaillants de nuit à aller observer les cerfs et le Brame du cerf, la reproduction des cerfs, et c'était magique. Et voilà, et donc il y a une histoire déjà avec Petzl, et j'aime beaucoup cette marque, plus à titre personnel et amical, donc voilà, je me verrais peut-être pas avec autre chose sur le fond. Ensuite, la Petzl Nao, moi je l'ai beaucoup utilisée en trail, première génération, la deuxième avec la batterie rouge derrière, voilà, et c'est con à dire, mais quand tu as la chance de pouvoir te finir des courses d'ultra, tu as envie parfois de figer certaines choses. J'ai toujours gardé mes chaussures de mon premier trail de Bourbon, de ma première maxi race, de ma diagonale. Il y a des chaussures comme ça chez ma mère dans un placard, et je sais que c'est des chaussures avec lesquelles j'ai fait telle et telle course, et voilà, ça c'est figé. Elles sont pourries, elles puent, elles sont dégueulasses, je les ai jamais lavées, mais je les ai pas mis sous verre, hein, mais et la frontale, c'est un élément comme les chaussures. Tu as besoin en fait d'avoir confiance dans ta frontale, comme tu as besoin d'avoir confiance dans ta pompe, dans tes flasques, dans ton sac à dos, etc. Et quand tu pars sur de l'ultra distance, c'est hyper important. Et je me souviens de la première boulette que j'ai faite avec une Petzl Nao, c'était au Trail de Bourbon, donc sur la Diagonale des Fous en 2015. Et j'ai fait 4h30 de fin de course sans frontale, parce que je m'étais osé avec l'application Petzl, et je sais pas ce que j'ai foutu, bref. Et je pensais que ma Petzl Nao était vraiment réglée aux petits oignons via l'application, et en fait j'avais fait n'importe quoi, et au final ma course s'est terminée à la lumière de la lune, et j'avais gardé 2 petites piles, parce qu'à l'époque on pouvait mettre 2 petites piles dedans, et arrivé au dernier ravito à Colorado, il reste 4 km de descente bien vénère, et j'ai remis mes 2 petites piles et je suis arrivé au bout. Et voilà, et quelque part c'est marrant, mais je trouve que la Petzl, la frontale en tout cas, en ultra, c'est vraiment un élément important, et c'est un élément qui te permet en fait d'y voir clair, aussi bien de jour que de nuit. Alors de jour dans certains endroits, hein, dans certains lieux, mais je trouve que c'est un vrai partenaire de course. Et donc pareil, toutes mes Petzl, je les ai toujours gardées, comme mes chaussures, et voilà. Et là j'ai la dernière génération qui me sert pas beaucoup à courir, j'avoue. En revanche, je trouve que c'est un super produit, parce que de 1, elle est beaucoup plus légère. De 2, elle est hyper simple d'utilisation. De 3, la connectique, elle est hyper simple. Le mode de recharge, franchement, il est hyper canon. Et surtout, ce qui est hyper appréciable, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que en tout cas dans mon cas à moi, c'est une frontale un peu multifonction. C'est-à-dire que moi, j'habite dans un chalet paumé en montagne. Régulièrement, j'ai besoin, il y a un coup de vent, un machin, au petit mazo au-dessus, hop, je mets ma frontale, tac. Le soir, je me rends compte que j'ai besoin de 3 bûches, hop, je prends ma frontale, je vais la chercher. Le lendemain, je vais courir avec des potes, juste avant de faire une bouffe, un truc, un soir, boum, j'ai ma frontale. Le surlendemain, j'essaie de partir à vélo, le fait qu'elle soit élastique, hyper fine, etc., je la cale sur mon casque de vélo, et je pars avec. Et en fait, je trouve que le trail et l'ultra distance en trail a quand même un petit peu d'avance sur le vélo.
et qu'en fait, quand tu retransposes des choses, du trail au vélo, tu te rends compte que ça fonctionne tout aussi bien. Et qu'en fait, du coup, je pense que cette nouvelle Nao va aussi m'accompagner énormément dans le vélo. Enfin, en tout cas, je souhaite pas avoir d'autres matériels. J'ai besoin d'avoir confiance dans la marque, dans quelque chose que j'utilise quotidiennement, et c'est le cas. Et quand tu pars pour 1100 km à vélo au mois de juin, par tous les cols des Alpes, avec 23 000 mètres de D+, et en autonomie totale, voilà, tu as envie d'avoir confiance dans le matériel. Et là, typiquement, je sais que j'ai super confiance, je suis super content de l'avoir eu dans les mains parce que encore une fois, c'est un beau produit. Et puis je pense que c'est comment dire, c'est des années de développement de techno réunies et que ça y est, ça fonctionne et c'est cool, tu vois. Ça fonctionne de plus en plus et c'est vraiment chouette. Et j'espère qu'ils arriveront aussi à terme, voilà, à se développer sur la partie bikepacking, vélo, pour d'autres éclairages possiblement, mais voilà, il y a déjà un très beau produit, ouais, carrément. C'est tout l'objet de ce podcast, de réussir à réunir justement différentes sources et différents sports pour voir comment on peut chacun s'améliorer. Et du coup, ça, tu en illustres bien un exemple qu'il y a des choses qui sont transposables d'un sport à l'autre. Et ok, écoute, très cool ta présentation de la frontale Nao RL. Et si vous voulez aller en savoir plus, chers auditeurs, il y a un lien dans la description qui vous permettra d'aller checker cette belle lampe. Antoine, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter peut-être pour clôturer notre échange? Écoute, j'ai pas l'impression. J'étais toujours. Déjà, on se sent bien, donc ça c'est cool. Et puis, tu rebondis de manière à ce qu'on puisse quand même toujours s'exprimer et exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et ça c'est plutôt chouette. Non, je crois pas. Je pense que si j'ai une chose à faire passer, c'est déjà de remercier quand même toute la communauté sportive et solidaire de basket au pied, tous les gens qui vont ou qui portent nos couleurs, et ça c'est plutôt chouette. Voilà, on n'est pas les meilleurs communicants et on n'est pas les meilleurs accompagnateurs dans vos pérégrinations sportives, mais en tout cas, le travail à l'hôpital, comme on dit, le job est fait. Et derrière chaque coureur basket au pied, voilà, il y a du travail, donc vous pouvez être fier, vous pouvez être fier d'en parler, vous pouvez être fier de vous engager à nos côtés. Et puis voilà, je pense qu'on vous le dit pas assez. Merci beaucoup pour qui vous êtes, ce que vous faites. Ça c'est hyper important. On n'a pas beaucoup l'occasion de vous le dire, donc j'en profite. Et voilà. Et puis même merci à toi François, parce que c'est important de pouvoir offrir un temps de parole à des associations, à des athlètes, de donner un peu d'aura à une discipline qui quand même reste une niche parmi toutes les disciplines sportives, même si elle est grandissante. Et je suis content en fait qu'on laisse de la place à la solidarité, aux initiatives. Et voilà, j'espère que ça durera encore longtemps. J'espère que tout un chacun aura envie cette année ou plus tard de partir à la rencontre d'une vraie cause, une cause qui plaît, une cause qui mérite d'être défendue et que vous aurez envie de défendre et d'accompagner. Et voilà, à notre petit niveau, on tente d'éveiller les consciences, mais encore une fois, il faut que ça vienne de vous, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne d'une rencontre, d'une amitié, d'un contexte particulier. Et puis après ça, vous verrez, j'espère que ça apportera encore d'autres choses, et puis que ça vous apportera satisfaction. En tout cas, nous, on retient une chose, c'est que le matin, on se lève depuis 5 ans et voilà, on a vraiment l'impression d'être dans nos pompes, de servir à quelque chose. Voilà, et je pense que c'est important. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent ici, voilà, ne restez pas dans votre zone de confort, ou en tout cas, ne restez pas à regarder passer l'heure en vous disant merde, quand est-ce que c'est terminé, etc. Il faut parfois être un peu proactif et puis se dire tiens, allez, si je me bougeais aujourd'hui, si je faisais ci, si je faisais ça. Et c'est marrant parce que toutes les personnes qui ont commencé à courir un jour ou à pédaler ou autre, et qui ont décidé de porter un engagement quel qu'il soit,
on toujours finit en fait par faire un lien entre le pro et le perso, et c'est chouette parce que ça amène des belles choses. On a des mecs comme Pierre Matelski qui, après avoir traversé l'Atlantique, fait la traversée des Alpes en courant et gravi le Mont Blanc. Bah voilà, a décidé de prendre le micro et d'aller faire des conférences partout en France et dans le monde pour dire voilà, je suis pas un sportif de haut niveau, je suis un sportif à mon niveau, et on est tous des sportifs à notre niveau, et on peut tous devenir inspirants, on peut tous devenir quelqu'un d'autre, en tout cas une meilleure version de soi-même si aujourd'hui on n'a pas l'impression d'en être une bonne. Voilà, ou de s'ennuyer un peu dans son quotidien, et je trouve que l'engagement solidaire via le sport, c'est canon, et ça vous amènera forcément beaucoup de choses. Voilà. Bah écoute, c'est un très beau message de conclusion, et puis j'invite les auditeurs, tous ceux qui sont encore là, je le demande pas souvent parce que j'aime bien que ça vienne des gens et qu'ils le fassent spontanément et qu'ils aient vraiment envie de le faire, mais de partager l'épisode parce que ça aidera à partager ton message, le message de l'association, et peut-être potentiellement de futures vocations d'intervenants dans les hôpitaux, qui sait. Pour tous ceux qui sont aussi adeptes de podcasts, je crois que vous en avez un, Sentier Solidaire. Alors, il y a plus beaucoup d'épisodes de sortie, mais en tout cas, ça va revenir. ça va revenir. Bon, impeccable. Ouais, carrément. Non, ça va revenir, promis. On est un peu désolé. On a fait des choix, et Christophe Parot, qui est à l'initiative de ça, voilà, avait pas mal de choses à faire ces derniers temps, et on a fait une petite pause. Ça reviendra, voilà. Après, on n'a pas la prétention d'être un podcast incontournable. En tout cas, on essaie de mettre en lumière toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec Basket au pied. Et là, on a des belles actus qui viennent. On a un bateau dans 2 jours qui sera mis à l'eau, bateau de course au large avec un skipper qui s'engage auprès de Basket au pied. Donc, il y a des belles choses. Il y a à la fois des beaux sportifs à mettre en avant, puis il y a aussi des belles initiatives et des projets plus petits, plus intimistes, qui ont aussi le mérite d'être mis en avant. Donc, on va y revenir. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, merci Antoine pour ton temps, et on se dit peut-être à bientôt sur les sentiers ou sur la route. Et voilà. Là, on sera encore plus honoré si on revient une 3e fois. Pouf. Ouais. Voilà, là c'est lunaire. Là. Ouais, c'est clair. Bon, merci à toi, et puis merci encore à toute la communauté qui t'écoute, qui nous écoute, et qui porte une considération aussi bien à ton travail qu'au nôtre. Voilà. Merci Antoine, et au plaisir. À bientôt. Bye.